On va se lancer, quoi, tout doucement. L'intro, comme ça, tac. Je te lance. C'est vraiment bizarre parce que j'ai pas du tout l'impression qu'on rentre dedans, mais en fait on rentre dedans, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Faut faire un petit clap de... Vas-y, hein, quand tu veux, je te laisse introduire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Wombat Café. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Ryan. Bonjour Ryan, comment vas-tu? Je vais très bien, bonjour Sayan, je suis impressionné par ton lancement. Magnifique. Comme toi, tout comme Ryan. J'ai fait exactement comme lui parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui présente l'émission. Parce qu'on a un invité un peu spécial aujourd'hui. C'est Laurent Houtman, alias Balo. Bonjour Balo. Bonsoir, comment ça va? Ça va et toi? Ça va super, merci de m'inviter, ça fait super plaisir. Avec grand plaisir, c'est nous qui te remercions, carrément. Heureux d'être là. T'es bien installé, ça va? Je suis hyper bien installé. T'as l'air- Canapé t'as l'air- très T'as confortable. l'air posé. Canapé très confortable. Bien accueilli ici. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de Balo, grosse surprise. On va parler un petit peu de son parcours. Balo est un graphiste slash youtubeur C'est ça, ouais. slash artiste slash super gars. Voilà. Je suis pas ultra fan du terme youtubeur, mais je l'accepte quand même quand on le dit. Mais... C'est vrai, c'est péjoratif? Tu trouves ça dénigrant? En fait, le seul truc que je trouve bizarre là-dedans, mais ça, c'est un point de vue que j'ai qui est partagé quand même par d'autres créateurs, c'est que ce qui est bizarre, c'est que c'est le nom un peu de l'entreprise qui donne le nom du métier, tu vois. Alors qu'au final, on est juste créateur de vidéos, créateur de contenu. Moi, en général, je préfère dire créateur de contenu, mais ça, c'est juste pour faire chier. C'est juste pour faire chier. Excusez-moi, je suis pas youtubeur, je suis créateur de contenu. Mais ça sonne carrément mieux en tout cas. C'est un peu plus classe, tu vois. Je rigole. Donc créateur de contenu, excusez-moi. Je rigole, je rigole. Non, mais tu fais bien de le préciser. En tout cas, c'est quelque chose que je savais pas du tout. Je savais pas du tout que c'était vu de manière peut-être un peu. Pas par tout le monde, hein. Mais je vois pas ça de manière péjorative. Hein. Non, mais je comprends aussi puisque sur YouTube, c'est toi qui fais tout quoi au final. Donc Ouais. c'est un petit peu Mais c'est dénigrant grâce de à dire YouTube que tu vis aussi, donc... c'est vrai. Mais tu vois, quand tu travailles par exemple chez Google, on dit pas que t'es Googler, tu vois. Ouais. Tu vois, on dit que Mais t'es c'est pour ça que j'ai dit, ingénieur, c'est pour ça que je me suis dit it makes sense quand même parce que j'ai essayé de le voir dans d'autres marques Ouais. avec d'autres concepts, mais non. Après, Instagrammeur, on dit un peu, mais... Ah ça ouais, se dit un carrément. peu. Ouais, Instagram, On dit- ça marche. ouais, Mais on t'es dit vraiment Instagram. influenceur aussi. Ouais, ouais. Les deux se disent, quoi. Ok, cool. Bah, du coup, on accueille Balo qui est créateur de contenu Merci. et qui. Est-ce qu'on peut mettre le terme graphiste dedans aussi, du coup vu que... Ouais, bien sûr, évidemment. Bah, donc, t'es Évidemment. juste créateur de contenu au final. Euh, Il n'y a pas de slash. je suis créateur, on va dire. Je rigole, je rigole. Ouais, créateur de contenu sur Internet et graphiste freelance. En général, c'est ça que je dis, tu vois. Créateur de contenu sur Internet et graphiste freelance. Et comment est-ce qu'on décide de devenir graphiste freelance? Alors, bon, déjà, devenir graphiste, c'est quelque chose qui a commencé à l'âge de mes 15 ans, plus ou moins. Passionné par Photoshop. Fasciné surtout par Photoshop. Genre, dès que je voyais un petit peu des affiches surréalistes et tout, ça me rendait dingue. Et j'ai rapidement voulu apprendre comment faire ce genre de trucs. L'anecdote que je vais me raconter, c'est souvent genre, j'allais souvent dans le rayon magazine du Carrefour, parce qu'à l'époque, il existait des tutos Photoshop en magazine. Enfin, c'était des magazines qui traitaient de graphisme et tout, tu vois. Et genre, t'avais des pages comme ça à un moment où ils t'expliquaient un tuto et tout, ça me rendait dingue. Je savais même pas encore Photoshop à ce moment-là. Et donc là, c'est un peu le moment où est née l'envie de devenir graphiste. Et puis, T'étais déjà en secondaire en art, non, à ce moment-là? non, c'était même encore avant. C'était Ah ouais. quand j'étais... Ouais, j'étais en secondaire, mais pas encore en art. Ok. C'était vraiment genre en troisième secondaire, peut-être, tu vois. Mais là, c'était vraiment juste... ouais, ça me fascinait, mais je voyais pas trop encore la perspective d'avenir là-dedans. Je me disais même pas que j'allais devenir graphiste, mais j'étais un peu fasciné par ce truc, tu vois. C'était un mélange de l'informatique et de l'art, tu vois. C'était ça qui me plaisait, en fait. Le côté digital et tout, un peu geek, je crois, tu vois, sur les bords. T'étais geek, toi? Ouais, à fond. C'est vrai? Ouais. Je me rappelle pas de ça. Mais c'était avant qu'on se connaisse aussi, c'était quand j'avais... de mes 10 ans, non mais depuis mes 8-9 ans à mes genre 15 ans, no life quoi. Sérieux? Genre jeux vidéo mais à fond quoi. Putain, j'en apprends beaucoup parce qu'il faut savoir que Balo et moi, on se connaît depuis, je dirais, aux alentours de 10 ans. Mhm. Enfin, on s'est rencontrés quand on avait peut-être 16 ou 17 ans, something like that. Ouais, un truc du genre, ouais. Ouais. Je pense, je dirais 17. Enfin moi 17 et toi un peu moins je pense, vu que Ouais. t'étais plus jeune. Ouais. Mais avant ça, enfin avant mon adolescence, enfin tu vois, avant la période où tu commences à sortir et tout,
Genre, c'était Counter-Strike et World of Warcraft, quoi, tu vois. Ok, d'accord. Ah ouais. Je voulais savoir en plus dans quel type de geekness tu te retrouvais, mais Obscur, le côté obscur. ok, Le côté ouais. obscur. À Dofus et tout aussi ou pas? Non, ça, non. Ah non, ok, t'es pas Ça, trop- pour moi, c'était... C'était un peu plus tard quand même. Je déjà, ça. respectais Dofus, hein, mais Mais... pour moi, ouais. c'était le World of Warcraft ou c'était le bas de Dofus, gamme ouais. de World of Warcraft. Ouais, c'est ça. De WoW, pour moi, tu vois. Et donc du coup, avant, tu étais un geek, puis tu as commencé à être quand même passionné par cet univers Photoshop, le fait de pouvoir faire tes montages, de pouvoir faire une affiche de dingue en mode science-fiction. Ouais. Et du coup, tu t'es lancé dans l'artistique, tu avais déjà une facilité peut-être à dessiner ou à peindre ou à... Je faisais aussi, d'ailleurs, à ce moment-là, je faisais déjà un peu de graffiti, tu vois. Mhm. Ça, c'était aussi une des premières formes d'art qui m'a énormément touché, tu vois, le graffiti, tout d'un coup, le travail de lettres déstructuré et tout. Ça, j'en ai fait pendant hyper longtemps. Et c'est même surtout ça qui m'a amené à aller en école artistique après à Saint-Luc. Donc, je venais de Uccle 1, puis après, j'ai été à Saint-Luc pour faire C'était quoi? 5e, 6e, en fait, en graphisme. Et ça, c'était nourri en partie par Photoshop et par le graffiti, en fait. C'était les deux trucs qui ont nourri mon envie d'aller dans une école d'art. Et ouais, c'est là que tout a commencé. Après, c'était vraiment à Saint-Luc. Là, il y a eu vraiment un avant-après parce que je me suis retrouvé, en fait, du jour au lendemain à être à l'école et vraiment kiffer ce que j'étais en train de faire. Alors qu'avant, c'était, tu vois, option économie en secondaire, enfin, l'enfer. Ouais. Et tout d'un coup, j'étais dans une école d'art, quoi. Ça avait rien à voir, tu vois. Mhm. J'avais l'impression d'avoir des cours où tout d'un coup, on s'amusait, quoi. Tu vois, on apprenait des choses artistiques, créatives et tout. C'était incroyable. C'était mes deux meilleures années à l'école, d'ailleurs. C'était Saint-Luc en secondaire. Et après ça, tu t'es lancé, tu as voulu faire le NIF en graphisme pour un peu peaufiner ton... C'est ça, ouais. Après, j'ai été à l'université, enfin, une haute école en graphisme au 75. Et j'ai fait 3 ans là-bas en ayant raté une année. Genre, j'ai raté ma première parce que j'allais pas beaucoup à l'école, quoi. Alors que j'aimais bien le graphisme, tu vois. C'était moi qui allais là de mon plein gré. Mais je crois que le côté cadre scolaire et tout, j'en avais marre. Je sais pas trop expliquer pourquoi, mais j'en pouvais plus du cadre scolaire. Ouais, la Et créativité du coup, fusait ouais, c'est déjà ça. de manière personnelle et t'avais pas spécialement envie d'être dans un format... Ouais, mais même, j'avais encore des choses à apprendre, tu vois. C'était Ouais, sûr, ouais. tu vois. J'avais encore des choses à apprendre. J'étais pas encore fait pour me lancer dans le monde du travail, ça c'était sûr. C'est pour ça qu'après, j'ai fait des stages quand même. Mais je déprimais en fait à l'école. J'avais même plus envie de créer et tout, donc j'ai quitté. Et c'est là que j'ai commencé à faire des cours à distance en web design. Parce que je m'étais renseigné et je m'étais rendu compte que le web design c'était quand même un métier où il y avait pas mal de taf. Et que si j'allais être juste graphiste en freelance, ça allait être technique quand même au niveau trouver du boulot et tout, surtout au début. Donc je m'étais dit que j'allais essayer de pouvoir fournir plus de services. Et donc je me suis dit web design c'est une bonne idée. Les sites web, il y a une grosse demande. Mhm. Donc j'ai fait une formation à distance là-dedans. Et en parallèle de ça, après j'ai entrepris un stage dans une entreprise en tant que graphiste justement. Et t'as pas kiffé le stage non plus. Non, j'ai aimé le stage. Honnêtement, j'ai aimé le stage parce que ça m'a épanoui de dingue et ça m'a donné vraiment un gros amour pour le graphisme. Parce que tout d'un coup, en fait, je gagnais un peu d'argent, c'était un stage payé. Donc je me rendais compte que c'était trop cool en fait de faire un truc que tu kiffes et de pouvoir toucher de l'argent. Mhm. C'est toujours mieux, tu vois, d'avoir un métier que tu kiffes quand même. En fait, ce que je me suis rendu compte dans le stage, bon, déjà, je me suis beaucoup épanoui. Je me suis forcé aussi à apprendre des choses sur le côté parce que, tu vois, je me sentais encore pas à la hauteur. Je savais que j'avais encore des choses à apprendre, que j'avais arrêté les cours, que voilà, j'étais pas encore au niveau. Du coup, je me suis forcé à beaucoup apprendre de trucs à côté de mon stage, en dehors des heures de travail, pour me former un peu de mon côté. Et j'ai surtout appris dans le stage, parce que ça s'est bien passé en soi. Mais ce que j'ai appris, c'est que j'avais pas forcément envie d'avoir un patron tout le temps. C'était ce côté, en fait, être obligé d'être là à 8-9 heures, Mhm. et être obligé de quitter à 16-17 heures, sinon t'es renvoyé, ça me rendait un peu fou. Ouais, parfois t'avais fini ton boulot, t'es là, bon, voilà quoi. Bah, je sais pas, c'était le côté obligation, encore une fois, un Ouais. peu comme avec l'école. Ouais, c'est ça. Tout de suite, c'est ce carcan-là que t'as pas aimé, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. T'as voulu te libérer de C'est ça, ça ouais. et être ton propre patron. Et surtout, il y avait un autre gars qui était en stage avec moi, mais lui, il était dans la même boîte que moi, il était aussi en stage, mais pas en graphisme, dans un autre secteur. Et il avait dit une phrase à un moment qui m'avait trop fait un déclic. Il m'avait dit, là, j'ai l'impression de bosser pour le rêve de quelqu'un d'autre, en parlant de notre patron. Et quand il m'a dit ça, j'étais vraiment en mode, ouais, c'est trop ça, en fait. Tu vois, genre, quand tu bosses dans une boîte et tout, c'est pas que ça, mais ça, tu peux le voir comme ça. En mode, ouais, là, t'es en train de travailler pour le rêve de son patron. Lui, il a créé une entreprise, il est en train de créer son truc à lui, il a ses employés et tout, le kiff. Et toi, tu fais partie de son rêve, tu vois, et tu l'aides à faire grossir son truc. Et je m'étais dit, ouais, moi, j'ai aussi envie de créer mon propre truc, en fait. Mhm. Et donc, c'est pour ça, c'était aussi un des petits déclics qui m'a fait donner envie d'aller en freelance après. Mais là, t'avais aussi une belle brochette de potes qui était. Et également. Qui avait pris, Ouais. qui avait commencé en graphiste ou en photographe ou des trucs comme ça, et vous aviez un chouette petit bâtiment et t'as décidé de rejoindre la bande, quoi. Exact, ouais, il y avait un bureau partagé qui était à Saint-Gilles, enfin, qui est toujours d'ailleurs.
Et j'avais un petit peu, pas cette sécurité, mais ce côté où tu as des potes qui se sont déjà un peu lancés dans le monde du freelancing. Freelancing. Le monde du freelance, you know. Et le monde des indépendants, quoi. Et du coup, c'était limite un peu rassurant de se dire, ok, que tu as des gens que tu connais qui peuvent le faire, qui vont peut-être pouvoir t'aiguiller un peu au début, te rassurer. C'est pas facile de se lancer du jour au lendemain en tant que freelance parce que tu sais que Ça peut ne pas fonctionner, ouais, quoi. ça peut pas fonctionner, qu'il y a peut-être un petit moment de flottement de 6 mois où tu n'auras pas de taf. C'est stressant, quoi. Tu t'es lancé en te disant, bon, je teste. Ouais, je me suis dit, ouais, c'est ça que je me suis dit. J'ai rejoint le bureau, j'avais fait des petites économies pour pouvoir payer un peu les loyers mensuels pendant quelques mois. Je vivais encore chez mes parents à ce moment-là, donc chill. Et surtout, j'avais réussi à choper un client à mon stage. Donc quand je suis Direct, arrivé... ah ouais, donc quand t'as direct. fait la transition, t'avais tout de suite quelque chose. C'est quoi. ça, ouais, j'avais rencontré un gars et il était justement en train de lancer une nouvelle boîte. Parce que le stage dans lequel je bossais, c'était un coworking en fait. Donc je bossais pour le coworking et il y avait énormément de gens qui venaient pour bosser. Et un des gars, je lançais une boîte, il avait vu ce que je faisais, il était chaud qu'on bosse ensemble. Et lui, ça a été mon premier client que j'ai chopé à mon stage. Et du coup, je suis pas arrivé du jour au lendemain dans mon bureau en mode bon, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Devant ton ordi en mode bon, Ouais, c'est ça. on Donc va ça, vendre, on va se vendre un petit peu. Ah non, clairement, ça peut être compliqué. Mais du coup, là, j'étais un peu rassuré. J'avais un client déjà, fallait que j'assure. C'était un nouveau monde qui s'ouvrait à moi. Très stressant, vu que j'avais jamais eu de client. Je savais même presque pas comment facturer, comment présenter. Et t'as appris ça sur le tas avec les. Internet, beaucoup Internet. Ah ouais, tu demandais comment se faire facturer en tant que Je graphiste. demandais pas, mais je regardais sur Internet comment ça se faisait. Il y avait des petits forums qui traitaient de ça, ou des sites web qui traitaient de ça. Puis j'en parlais à mon entourage aussi, tu vois. Et c'est ce fameux premier client qui t'a un peu berné, dont tu parles dans tes vidéos ou pas? J'ai déjà parlé de lui. En vrai, Enfin, pas berné, mais bon, il a un peu profité de ton. De tes débuts, quoi, de ton. mais la collab se passait bien, mais c'est vrai que niveau argent, niveau paiement, c'était pas à la hauteur du travail que je prestais. Genre, si je devais facturer toutes les heures que j'avais payées, que j'avais travaillé, pardon, Ouais, pour lui, on n'est pas, enfin, c'est pas correct. ouais, t'étais loin du compte, quoi. Clairement, il voyait le petit débutant qui Ouais, c'est ça, commence, il a profité d'une et situation. c'était un peu un businessman et tout le gars. Mais C'était- à l'aise, tu vois. C'était win-win, quoi. Oui, c'est ça. Après, moi, ça me permettait de me faire mes armes, j'avais un Mhm, taf, j'étais mhm. content. Après, voilà, c'est pas grave. Je ne regrette pas du tout ce travail. Ni, Aujourd'hui, t'arrives à repérer les clients un peu chiants, t'arrives à. ça peut se repérer, hein. Il y a des petits. En général, si un client arrive chez toi et qu'il te dit d'avance, on est un petit peu short niveau budget, tu sais que ça va peut-être pas bien se passer, quoi. Mhm. Parce que le gars met déjà sur le tapis que Tu vas pas être bien payé. ça va être, quoi. ouais, ça va être Ouais. compliqué. Donc Genre, toi, t'auras pas envie de passer trop d'heures dessus. mais après, franchement, moi, je travaille pas comme ça parce que ça m'est déjà arrivé plein de fois de bosser pour un projet où il y avait pas forcément un énorme budget, mais je le faisais parce que le projet était cool. Mm. Ça dépend vraiment de quoi. Et t'as beaucoup de potes qui viennent te demander, tu veux pas envie de me faire un logo, tu veux pas envie de me faire un truc, tu veux pas. J'en ai eu quand j'étais souvent à l'école, mais moins maintenant, quoi. Maintenant, on te considère plus comme un vrai, comme un vrai créateur. On me respecte, mais non, je rigole. À l'école, oui, ça m'arrivait, tu vois, mais Ouais, non. maintenant, pas trop. Puis après, maintenant, j'essaie d'éviter aussi de travailler avec mes potes trop proches. Parce que ça peut parfois mettre un peu des conflits. T'as pas envie que ça se passe mal, en fait, avec ton pote. Mm. Donc, Parce mais que parfois vous avez pas la même vision ou parce que. ouais, ou alors par exemple, le projet, ou genre ce que tu vas faire va peut-être pas forcément lui plaire et ça va prendre du temps et que vous allez vous prendre la tête. Enfin, j'ai jamais eu cette expérience, mais je sais que c'est déjà arrivé avec des gens que je connais. Je suis moins fan, quoi. Je préfère travailler avec des gens que je connais pas, que ce soit uniquement professionnel et qu'il n'y ait pas de l'amitié mélangée. Après, ça dépend vraiment de quoi. Si par exemple j'ai un pote qui a une marque de vêtements et qui veut que je bosse avec lui sur un modèle, il n'y a aucun souci. Évidemment, je serais hyper chaud, Mhm. mais c'est différent. Ça dépend vraiment des projets. Ouais, d'ailleurs, tu poses parfois pour Paradoxe, non? Vite fait une fois. Vite fait. Vite fait une Quand fois. il a pas de modèle sous la main et qu'il a besoin de te faire un petit. C'est ça, tu vois. Exactement. Mais justement, tu expliques que tu as fait un parcours qui est quand même très difficile dans le sens où tu étais fort seul, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais tu étais face à ton propre destin, à ton Mhm. propre. Et je pense que quand tu es jeune et que tu dois de plus en plus grandir dans un monde inconnu, avec un futur inconnu, qui en plus, tu vois, quand tu fais l'UNIF, c'est facile, tu as ton diplôme, tu sais les débouchés, tranquille, tu as ton diplôme, tu vas chez chaque boîte où tu veux aller. Mhm. Mais là, le freelance, il y a un côté beaucoup plus difficile et tu dois absolument vendre ta légitimité. Ouais, clairement. Là. Comment ça se passe quand tu dois essayer de prouver ta légitimité à des gens qui ne te connaissent pas? Comment j'essaie de un peu me vendre aux clients, c'est ça que tu veux dire? Voilà, comment tu arrives toi à te vendre à tes clients et puis toi, Mhm. comment tu te sens par rapport à ta propre image? Est-ce que parfois tu te dis, je me mens moi-même, à moi-même et je mens aux clients en disant ça? Ou est-ce que tu te dis, je suis tout à fait capable et je le sens bien? J'avoue que moi, j'ai l'art parfois de me lancer dans des projets
je sais pas si c'est le meilleur conseil à donner ça, mais je sais que genre parfois ça m'est arrivé de me lancer dans des projets et je savais très bien à l'avance que j'allais pas forcément pouvoir l'assurer, mais je me suis dit, je vais l'apprendre sur le moment. Fake it till you make it. Ah, c'est ça quoi, tu vois, genre vraiment, par exemple, j'avais eu un client, la personne me demandait de faire un shop en ligne pour une boutique de vêtements, c'était une marque libanaise. Tout d'un coup, j'ai ce contact dans mes mails qui m'envoie un mail pour avoir une boutique en ligne. En mode, oui, on a entendu que tu faisais des sites web. Et il y a vraiment une grosse différence entre faire un site web vitrine, donc c'est-à-dire où il n'y a pas vraiment d'interaction avec le visiteur, et un shop. Parce que sur le shop, tu as vraiment tout ce qui est paiement en ligne, tu as un traitement de données, tout qui est mis en place. C'est beaucoup plus compliqué. Et j'avais jamais fait ça. Moi, je faisais que du vitrine. Par exemple, le site web d'un restaurant où tu as juste le menu, des photos et c'est tout. Et donc, j'ai ce client qui me demande ça, et j'avais pas trop de clients à ce moment-là. Et j'ai accepté, tu vois. Je me suis dit, tout, je peux le faire, tu vois. Alors que j'avais jamais fait ça et je savais que c'était compliqué. Et du coup, j'ai vraiment appris sur le terrain. La personne elle m'a fait confiance, je lui avais montré un peu mon travail et tout. Je lui avais même dit que j'avais déjà fait des shops, ce qui n'était pas vrai. Et finalement, j'ai appris sur le terrain et ça a été. Je me suis formé vraiment sur le moment. De jour en jour, je bossais sur le projet et je regardais en même temps un peu des tutos, des cours et tout pour apprendre à comment le faire. Du coup, bon, ça répond pas totalement à ta question. Non, mais c'est quand même intéressant parce que je me dis, est-ce que toi tu considères ça comme de la chance que ça ait pu marcher avec ce client ou tu te dis, c'est normal, ça fait partie du monde du freelance de devoir apprendre sur le tas et parfois mentir sur son niveau? Je crois que ça va vraiment dépendre des gens, quoi. Parce qu'il y a des gens qui vont pas se sentir à l'aise avec ça va leur mettre trop de pression. Parce que je sais que quand je raconte cette anecdote à des gens, parfois ils se disent, ok, mais t'es fou, quoi, tu vois, parce que si tu te plantes, c'est horrible. T'es du style à kiffer un peu les challenges, non? Dans tes vidéos, tu dis parfois en mode ouais, j'aimerais bien savoir ce que vous voulez faire et comme ça, moi je vais le tester. Il y a des choses que t'as pas forcément faites ou pas eu l'habitude de faire et justement ça t'intéresse d'aller vers ce challenge en disant écoutez, on va essayer, quoi. Ouais, bah, clairement, je le prends comme un petit challenge. Ça me permet d'apprendre une nouvelle compétence. À la limite, si ça se passe mal, bon, j'aurais fait perdre du temps au client peut-être, mais je lui ferai pas payer. Si vraiment c'est de ma faute et que je me suis lancé dans un truc que je savais pas faire et que j'ai insisté sur le fait que je pouvais le faire, je lui ferai pas payer. Mais bon, ce n'est jamais arrivé, heureusement. La situation horrible. Te construire une maison? Ouais, tranquille, je peux le faire. Je regarde quelques tutos et c'est bon, hein, petite poutre là. C'est porteur ça ou quoi? Horrible, tu vois. Non, mais clairement. Après, pour retourner à ses clients, en dehors du fait que tu leur mens, bon, ça c'est. Enfin, je vois pas ça vraiment comme du mensonge parce que. Tu vois, je me dis quand même que c'est quelque chose qui est faisable. C'est pas quelque chose qui est totalement hors de portée. Ça reste un petit peu dans mon secteur quand même. Ouais, c'est ça. Il y avait juste un élément que tu savais pas trop bien maîtriser dans le côté. Ouais, un truc un peu technique, tu vois. Technique, ouais, c'est ça. Mais c'est pas vraiment du mensonge, c'est plutôt fortifier ton image face au client. Je suis un peu dans le spin doctor, mais c'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Et après l'image que tu vas construire pour ton client, elle passe aussi énormément par ton portfolio, ton site web, tes réseaux sociaux, ce que tu vas partager. Clairement, ta vitrine, c'est ton site web quelque part. Et donc c'est de là qu'est partie alors ta chaîne YouTube. Est-ce qu'elle part de cette idée de vouloir mieux légitimer ton travail? Non, elle vient pas de là. Parce que ma chaîne YouTube, elle a été vraiment créée à la base par l'envie de faire partie de la plateforme parce que j'étais un énorme consommateur de la plateforme, en fait. Depuis genre 2008 ou quoi, vraiment il y a hyper longtemps. J'étais là vraiment sur les premiers trucs qui se passaient et tout. À l'époque, il y avait énormément de trucs vidéo américains. J'ai oublié les noms malheureusement. Mais il y avait énormément de courts-métrages américains avec des effets spéciaux qui étaient exceptionnels. Et c'était vraiment à l'époque des mèmes aussi, genre Star Wars Kid, le panda qui éternue, ce genre de trucs. C'était vraiment une petite période de YouTube où genre ça commençait vraiment à prendre. Il y a eu South Park qui faisait des vidéos là-dessus et tout. Enfin, il y avait même un épisode South Park là-dessus qui était incroyable. Et donc, depuis cette période-là, j'ai commencé vraiment à regarder énormément YouTube. Et donc, j'ai vu un peu tous les YouTubeurs français se lancer là-dessus, comme plein de gens. Et j'étais vraiment un gros consommateur. Genre, j'ai des abonnements vraiment que je regarde tous les jours depuis des années. Et j'ai toujours voulu faire partie de la plateforme d'une manière ou d'une autre, mais je savais pas exactement comment. Alors que maintenant, ça me paraît évident. Mais genre, vraiment, je me suis posé la question pendant un an. Enfin, il y a eu un moment où je me suis dit, ok, je vais me lancer. Et puis il y a eu un an de réflexion où je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire en fait? Alors que je faisais déjà du graphisme. Et puis après un an, je me suis dit, mais pourquoi pas faire du graphisme? J'ai un petit peu analysé ce qui se faisait sur YouTube. Et j'ai surtout vu que sur YouTube, le YouTube francophone, il n'y avait pas énormément de vidéos qui traitaient sur le graphisme. Et il y avait quelques chaînes qui proposaient des tutos en français, évidemment, il y en avait, hein, et c'était pas le néant. Mais je me suis dit, il y a peut-être un créneau à prendre et je vais pas me retrouver du jour au lendemain sur YouTube avec en fait 10 000 chaînes qui font la même chose que moi. Donc je me suis dit pourquoi pas se lancer dans le graphisme sur YouTube. Au début c'était vraiment le côté tuto que tu t'es dit que tu allais exploiter. Ouais, c'est ça. Clairement, au début c'était le côté tuto parce que c'était le truc qui me paraissait le plus simple à faire.
Et je voyais pas du tout encore ce que je pouvais faire d'autre aussi. Je me suis dit, ah ben c'est tout, mais je maîtrise quand même bien Photoshop, j'adore ça. Je maîtrise quand même bien Illustrator, j'adore ça aussi. Pourquoi pas essayer de partager un peu mes compétences pour commencer. Ouais, au début, il y avait un peu la catchphrase 5 conseils sur Photoshop, Ouais, des c'était trucs vraiment un peu ça. comme ça, quoi. C'était le côté un petit peu éducatif, prof limite, tu vois, même si voilà, j'avais encore plein de choses à apprendre. Mais il y avait ce côté, ouais, c'était le plus simple, je pense, pour commencer, c'était le tuto. Et ça me permettait aussi de me dire, ok, je vais faire une vidéo, de parler d'un truc que je connais bien. Et je vais écrire un petit peu mon tutoriel. Et puis après, je vais me lancer, ça va me permettre d'apprendre à maîtriser la vidéo, le micro, le son. Et donc toi qui es parti de l'école, qui a appris par Internet, tu t'es dit, je vais redonner un peu mon savoir par fond. Internet À fond. aux autres. Clairement. Le côté... Moi, je suis vraiment... Internet, pour moi, c'est ma vie, tu vois, quelque part. Et je trouve que c'est un outil, mais genre exceptionnel. Tout ce que tu peux apprendre sur Internet aujourd'hui, il n'y a rien, en fait, que tu ne peux pas apprendre sur Internet, quoi. Je trouve que c'est juste un outil incroyable. Et ça me fait trop plaisir de pouvoir contribuer à ça. Et c'est tellement vaste aussi. À fond, et puis maintenant, t'es quand même un petit peu connu maintenant, mais est-ce que, genre, tu sais dire à quel moment t'as senti que ça basculait vers quelque chose de vraiment rentable et enrichissant Clairement, ouais, clairement. Enrichissant, ça l'a toujours été, hein, depuis le début. Enrichissant financièrement et personnellement. Personnellement, enrichissant, ça l'a toujours été, parce que dès le début, t'as d'office, avant que tu sortes ta première vidéo, t'as le track du jour au lendemain. En fait, tu t'exhibes un peu sur les réseaux, sur Internet. Tu vois, c'est bizarre. Parce qu'on n'a pas tous des gens dans son entourage qui font ça. Et maintenant, de moins en moins, c'est de moins en moins bizarre de faire des trucs sur Internet. Mais à l'époque, genre il y a déjà 3-4 ans, c'était déjà totalement différent. Maintenant, il y a de plus en plus de jeunes qui se lancent sur TikTok, Instagram. Ouais, et mais ça reste quand même moins pudiques. La plupart de mon entourage, en tout cas, ils sont à fond sur Internet et ils suivent plein de trucs. Mais c'est plutôt derrière l'écran et jamais on se montre. Ouais, au final, c'est un peu aussi le truc d'Internet. Enfin, je dirais, il y a une grande partie des internautes qui profitent plutôt de ce côté-là, quoi. Mais ouais, clairement, mais justement, la nouvelle génération de moins en moins. Et du coup, moi, quand je me suis lancé, c'était un peu le côté... Je suis un peu le premier de mes potes qui fait ça. Ouais, le seul. Le seul. Encore maintenant, le seul. Enfin, je connais très peu de gens qui font ça. Et attends, je me suis un peu perdu dans ce que je voulais dire. C'était quoi la question qu'il y avait avant? Bah quand est-ce que tu as senti que ça commençait à basculer vers quelque chose de vraiment stable, concret, enrichissant Je parlais de l'enrichissement, ouais. Après avoir commencé les tutos et tout, parce qu'il y a sûrement un moment où tu as dû sentir que voilà, tu pouvais te lâcher vraiment créativement parlant. Mais enrichissant, ça l'a toujours été depuis le début, parce qu'à partir du moment où j'ai commencé à lâcher une vidéo, je me suis dit, ok, mais c'est bon. Tu vois, il y a eu un déclic. Maintenant, je fais plus que ça. Enfin, je vais en faire un maximum parce que j'aime faire ça. Et du coup, de vidéo en vidéo, tu t'améliores quelque part aussi, parce que tu apprends à mieux maîtriser le son, tu apprends à mieux écrire tes vidéos, tu apprends à mieux monter. Et donc ça, c'est vraiment tout ce qui... Enfin, ça fait vraiment petit à petit. Personne t'a jamais aidé pour faire même ta première vidéo, savoir comment ça se passait? Pas trop, non. Je me basais vraiment sur les codes qui se faisaient déjà un petit peu. Enfin, j'essayais de m'inspirer un peu des codes qu'il y avait actuellement sur YouTube. Je regardais beaucoup ce que les gens faisaient et j'essayais d'un petit peu le reproduire en termes de montage et de dynamisme surtout. Hein. Du style, quels inspirent? Moi, j'en ai une. À laquelle tu pourrais attitrer Balo? Vas-y. Je suis curieux d'entendre ça. Ben, je me souviens que moi, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert Balo par YouTube dans mes recommandations. Ça a popé. Et à l'époque, je regardais un YouTuber anglophone qui, je pense, s'appelait Zemre, si je me trompe pas. Zimri, ok. Et donc, comme je regardais tout le temps ses vidéos, ils m'ont proposé forcément quelqu'un qui ressemblait, qui faisait des concepts similaires, francophones. Donc, je tombe sur toi. Et puis, je crois qu'on avait un enregistrement le jour après. Donc, je dis à Sahan, ah ouais, tu sais que j'ai découvert un type qui fait des designs, il est plutôt bon et tout. Et je lui dis, ah ouais, je crois qu'il s'appelle Balo ou un truc comme ça. Donc ça, elle me dit, mais oui, mais je te connais, attends, c'est de mon pote et tout. Et là, déjà, je savais pas que tu étais bruxellois, donc ça m'avait déjà un peu choqué. Bref. Donc je dirais que Zemri, ça a été une grande, peut-être pas inspiration, mais en tout cas, quelqu'un avec qui, parce que je me rappelle, sur une vidéo en tout cas, qui t'avait fait un petit clin d'œil sur cette vidéo. Anecdote incroyable. Ça avait amené beaucoup de choses. Peut-être que tu peux un peu nous raconter cette relation entre les deux. Bien sûr. Du coup, il y a eu 2 ans sur YouTube où j'ai fait ma petite route tout seul là. Et puis genre après 2 ans, il y avait de plus en plus de gens dans mes commentaires qui me demandaient de reprendre un concept où je redesign les logos de mes abonnés. Et c'était un concept qui venait d'un YouTuber américain, Zimri Mayfield, comme tu viens de le dire. Et du coup, je me suis dit, j'avais déjà vu qu'il y avait d'autres gens qui l'avaient déjà fait aussi, pas en français, mais j'avais déjà eu des gens qui avaient repris le concept. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas reprendre aussi le concept vu qu'on me le demande et je crédite le mec et tout, aucun souci. Et du coup, je me lance là-dedans. Et oui, je regardais évidemment aussi beaucoup ses vidéos parce qu'il était très inspirant, hyper doué dans ce qu'il fait. Mais lui, c'est vraiment la base de sa chaîne, c'est presque que ça, quoi. Il fait un maximum de redesign de logo, mais en anglais du coup. Puis il y a vraiment eu un avant-après cette vidéo, quoi. Genre,
les gens se sont emparés de cette vidéo. Je sais pas comment ça se fait, mais du jour au lendemain, cette vidéo a commencé à être dans les recommandations YouTube de tout le monde. Je crois que ça a été un peu l'effet confinement, plus les gens qui veulent apprendre des choses sur des secteurs qu'ils connaissent pas vraiment. Parce que je me souviens qu'à cette période, en même temps, il y avait ma vidéo qui expliquait comment maîtriser les bases de Photoshop, qui prenait aussi énormément d'ampleur. Donc on voyait vraiment le côté, les gens sont confinés, ils veulent apprendre des nouvelles choses. Et du coup, en même temps, je sors cette vidéo qui buzz un peu, en fait, on peut le dire. Hein, parce que c'est ma vidéo la plus vue sur ma chaîne. Et clairement, à partir de cette vidéo, il y a eu une croissance absurde. Je crois absurde. que même Freddy Gladieux a parlé de toi. Oui, n'importe quoi, oui. Genre tout d'un coup, Freddy Gladieux parle d'une nouvelle vidéo sur YouTube, non, sur Combini, pardon. Absurde encore une fois. Franchement, c'était n'importe quoi. Hein. De jour en jour, il y avait un truc qui se passait, j'étais en mode, hein? Ça devenait... T'as subi un peu ta gloire tout à coup, ton succès. Enfin, t'as été victime de ton succès un petit peu. Clairement, ouais. En fait, c'était très bizarre parce que t'avais vraiment l'impression du jour au lendemain de passer de l'ombre à la lumière. Et du jour au lendemain, c'était plus quantifiable, en fait. Dans le sens où, genre, avant ça, je connaissais pas, mais je reconnaissais tout le temps les pseudos dans les commentaires, je pouvais répondre à tous mes commentaires, je pouvais avoir presque un échange avec les gens qui regardaient les vidéos. Une réelle communauté, quoi. Ouais, c'est ça. Petite communauté, justement, où on est un peu limite entre nous. J'avais genre 10 000 abonnés, c'est beaucoup, mais sur 10 000 abonnés, il n'y en a pas énormément qui commentent dans le pourcentage. Et du jour au lendemain, c'est, en fait, c'est plus quantifiable, il y a trop de commentaires, tu sais plus tout lire. Enfin, à ce moment-là, en tout cas, parce que c'était dans une vague. Donc, ça devenait un peu bizarre, quoi. Limite, à un moment, j'ai eu une sensation assez étrange où pendant genre quelques minutes, j'avais presque envie de vomir, quoi. Tellement c'était, en fait, ouais, très bizarre. C'est trop, là, tu vois. Ouais. Parce que vraiment, je me souviens que j'étais chez moi, et genre le pic qu'il y a eu en un jour, c'était genre 8000 abonnés sur la chaîne. Et j'étais en mode, ok, donc aujourd'hui, il y a 8000 personnes qui se sont abonnées. À un moment, je rafraîchissais ma chaîne et je voyais qu'il y avait genre plus 34, plus 24, plus 10, plus 24. Et ça, c'était absurde. Comment c'est possible? Il y a un bug avec la plateforme. Et du coup, ouais, là, j'ai eu pendant quelques minutes, genre une sorte de. Pas de malaise, enfin, limite un peu malaise. Tu vois, j'étais un peu en mode. Ça ouvre un nouveau monde, en fait. Parce que clairement, comme je dis, il y a eu un avant-après ce moment-là où, genre, financièrement, tout d'un coup, c'est devenu beaucoup plus. Beaucoup mieux, quoi. Et jusqu'à ce que maintenant, je puisse presque plus ou moins en vivre, quoi. Donc, alors qu'avant ça, c'était clairement pas viable, quoi. Donc, C'était juste un loisir, quoi. c'était Tu un fais loisir, ça, ouais. Après le boulot, le Mhm. week-end, quoi. Ouais, clairement, petit loisir, ça arrondissait légèrement mes fins de mois, et c'est tout, quoi. Et maintenant que t'es super connu, t'as une petite, Super connu. Pas à ce moment-là, mais... t'as une petite fanbase et les gens te reconnaissent dans la rue. Est-ce que ça t'était déjà arrivé qu'on te dise putain, Ballot, mais genre de quelqu'un que tu connais pas, hein, pas un Mhm. pote ou quelqu'un Mhm. que t'as déjà vu, tu vois, genre Ouais, vraiment ouais. quelqu'un que t'as ni d'Ève ni d'Adam qui débarque et qui te dit picture please. Non, j'ai jamais eu le coup de la photo, mais j'ai eu déjà plusieurs fois le coup de... Tu peux Mais- pas me graffer ton truc sur... mais c'est souvent des... Vous êtes pas graphiste par hasard? Ils disent souvent ça, genre c'est pas genre vous êtes pas youtubeur ou quoi, c'est Ouais. vous êtes pas graphiste. Tu vois, ils essaient de d'abord savoir qui t'es. Mais ça C'est m'a génial, déjà... ça, non? Ouais. D'avoir plutôt le côté graphiste Ah, plutôt que YouTube. j'aime bien, ouais. Moi j'aime bien, ouais. Ça me fait toujours rire. Enfin bref, et est-ce que ça entrave sur ta vie perso parce qu'avec ta copine ou quoi, peut-être que je sais pas, Mm. est-ce qu'elle se dit putain, il passe plus de temps avec ses Ah non, non, mais avec pas ses du tout. internautes qu'avec moi, j'en sais rien, je sais pas, est-ce que ça peut entraver aussi sur la vie personnelle de devenir tout à coup une espèce de Euh, mini personnage public? mais moi, comme c'est vraiment à une échelle très modérée, c'est très viable et c'est que les côtés positifs. Parce que je peux me balader en rue et ça arrive que quelqu'un me reconnaisse, mais c'est pas tous les jours. Mhm. Donc c'est hyper viable. Et en général, quand ça arrive, c'est des gens qui sont hyper bienveillants et qui vont juste me remercier ou me dire que ce que je fais c'est trop cool. Et ça fait chaud au cœur, ça fait trop plaisir. Donc c'est vraiment que les côtés positifs Mhm. actuellement. Mais au-delà du fait que ça puisse avoir un impact sur les gens, est-ce que te voir non-stop sur un écran, le fait d'avoir une sorte de régularité, le fait de devoir presque rendre des comptes à un public, Ouais. comment toi tu le ressens ce niveau-là? Bah, clairement, ça met un autre type de pression. Parce que tout d'un coup, moi je sais que genre, j'ai commencé à énormément travailler parce que j'avais envie de pouvoir proposer une vidéo toutes les semaines à mes abonnés. Et en fait, j'ai commencé à vraiment me fixer avec ça, en mode il faut absolument qu'il y ait une vidéo toutes les semaines. Sinon, je vais les décevoir quelque part. Mais ça, c'est un truc que je pense qu'il y a plein de créateurs qui ont. Et c'est quelque chose qu'on se crée vraiment tout seul. Et en vrai, s'il n'y a pas de vidéo pendant une semaine, c'est pas grave. Genre, personne va faire chier. Mais psychologiquement, toi, tu te mets dans un état où il faut que tu le fasses. Et donc, ça, à un moment, il faut apprendre à le gérer. Et je sais que, genre, après mon buzz, justement, j'ai eu ça. Ok, maintenant, il y a plein de gens qui sont là. Il faut que je leur montre qu'il y ait du contenu cool. Il faut que je leur prouve que s'ils sont abonnés, c'est parce que la chaîne peut être bien, que ça peut leur apporter quelque chose. Du coup, tu te mets des pressions. Et donc, j'ai eu ça quand même pendant
pendant genre 6 mois où c'était hyper intense, je faisais vraiment des vidéos toutes les semaines. Et après, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit, ok, en fait là, je suis juste en train de trop bosser, j'ai mes clients à côté, j'ai ma chaîne YouTube, il faut que je relâche un peu et que j'apprenne justement à pouvoir me dire que s'il n'y a pas de vidéo, c'est pas grave. Et maintenant, j'ai réussi à beaucoup mieux gérer ça et s'il n'y a pas de vidéo pendant 2-3 semaines, c'est pas grave et je m'en porte bien. Mais c'est se décrocher un peu des statistiques de ta chaîne et également pouvoir te laisser des breaks, quoi, tout simplement. Il y a eu un point d'origine à ce point de recul? Est-ce qu'il vient de quelque part en particulier, d'un moment? Bah, il vient surtout du fait que tu travailles trop, quoi, tout simplement, tu vois. Genre, je sais que même ma copine, elle me dit tout le temps ça, genre, travaille tout le temps le week-end, machin, travaille trop. Et c'est vrai que, quelque part, c'est un plaisir aussi parce que tu fais quelque chose que t'aimes bien. C'est jamais en mode, ah non, c'est chiant, je dois faire ça. Mais c'est pas sain. Genre, à partir du moment où genre, tu fais ça pendant la semaine, puis tu fais aussi ça le samedi et le dimanche, même si c'est genre 3-4 heures par jour, ça, à un moment, c'est plus sain. Et sur le long terme, je crois que c'est néfaste, quoi, tu vois, à un moment. Ouais, il y a un moment, ça te bouffe, quoi. Mhm. Et tu trouves à chaque fois de l'inspiration pour tes vidéos, sachant que tu veux en faire une toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. À chaque fois, t'as un truc où tu te dis, c'est bon, je vais partir sur ça, je vais partir sur ça. Enfin, Bah, clairement, déjà, j'ai quelques vidéos, c'est des séries, donc je sais que j'ai genre un sujet qui peut se décliner en plusieurs épisodes. Et puis, le truc aussi que j'ai appris ces dernières années, avec YouTube surtout, c'est la prise de notes. Genre, sur mon téléphone, je prends des notes, mais tout le temps. Et dès que j'ai une idée, je la note, mais immédiatement. Je me réveille même parfois pendant la nuit pour noter des idées, tu vois. Et en fait, je pense que ça, c'est un truc hyper important parce que si j'avais pas pris des notes, il y a plein d'idées que tu oublies. Et en général, quand tu notes des idées, parfois ça génère d'autres idées. Donc, j'ai vraiment un stock d'une centaine d'idées de vidéos. Donc, je suis jamais à court en fait. si tu notes plus maintenant, t'en as déjà Ouais, 50 en rab au cas où, pas quoi. des idées, tu vois, c'est des Ouais, ébauches. ouais. Parfois, c'est des petits trucs que j'écris vite fait et qui se feront peut-être jamais, peut-être qu'ils se fera un jour. Et puis Mais parfois, tu t'inspirais aussi justement du travail que tu avais à faire pour tes clients, des choses comme exact, ça. ouais, exact. Ouais. Parfois, ouais, c'est ce que j'essaie de développer un peu sur la chaîne. C'était à un moment essayer d'exposer mon travail pro sur ma chaîne YouTube, essayer de montrer un peu aux gens quel était le vrai côté, le vrai côté avec le contact client et tout. D'ailleurs, tu es très pédagogue à ce niveau-là, justement, tu expliques bien J'essaye, ouais. comment gérer ses clients, comment gérer son travail, comment gérer son timing, sa pression aussi. Ouais, j'essaie de faire ça. Mais de moins en moins, parce que j'essaie de faire en sorte que la chaîne s'ouvre de plus en plus à plus de gens en fait, et moins juste genre aux graphistes. Mhm. Parce que j'aime bien le côté en fait vulgarisation, où j'essaie de montrer un truc dans mon métier qui pourrait intéresser par exemple ma mère, qui par exemple pas forcément irait voir une vidéo sur le graphisme, mais peut-être que en fait la façon dont je vais traiter le sujet, elle va trouver ça intéressant, divertissant. Allier vraiment le côté divertissant et Ah ouais, tu fais ça quand tu fais une vidéo, tu te dis, je veux que ce soit en tout cas accessible pour ma mère, quoi. pas forcément ma mère, mais quelqu'un qui soit surtout pas intéressé par le graphisme, tu vois. Putain, mais c'est comme j'ai écouté l'interview de Riyad Satouf il y a pas longtemps sur la première, et il a dit exactement la même chose. Ah oui, c'est vrai. Qu'il a commencé à dessiner de la bande dessinée pour ceux qui aimaient pas la bande dessinée, parce que C'est sa lui qui grand-mère. fait l'arabe du futur. L'Arabe du futur, Ok. ouais, c'est ça, pardon, je vais pas contextualiser, mais donc c'est celui qui fait la saga de l'Arabe du futur. Et il disait que justement sa grand-mère détestait la bande dessinée, trouvait ça un peu con et tout, Ok. et qu'il s'est tout de suite dit, donc ça c'est quand il était assez jeune, et il s'est tout de suite dit qu'il voulait faire de la bande dessinée pour les gens qui n'aiment pas les bandes dessinées justement, et Ok. dont sa grand-mère, quoi. Trop bien. Donc trop marrant que tu te dises ça, je me dis, Ouais, il a bizarre. écouté la même interview, mec, J'avoue, c'est pas non, possible. j'ai jamais vu une interview de lui en Putain. plus. Mais moi, je dis ma mère comme ça, mais c'était pour prendre quelqu'un qui n'a rien à voir avec le graphisme, quoi. Mais clairement, il y a ce côté, en fait, vulgarisation et rendre le truc accessible à des gens qui ne s'y intéresseraient pas forcément, que j'aime bien. Comme il y a des youtubeurs sciences, ou genre des youtubeurs qui vont traiter de biologie, et qui vont le faire super bien à tel point qu'en fait, ça va intéresser des gens qui ne sont pas forcément intéressés par la biologie. Mais justement, tu commences de plus en plus à t'ouvrir à un grand public. Est-ce qu'il y a peut-être des clichés sur le design que tu voudrais un peu debunk? J'ai pas le mot en français pour debunk. Non, je vais pas débunk, démystifier. Déconstruire. Déconstruire, c'est ça le mot. C'est ça Le truc, je pense, enfin, le truc que j'ai en tête, c'est par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que la création d'un logo, c'est genre un petit dessin. Ils réduisent ça à ça. Genre un logo, c'est un petit dessin, tu vois. Alors qu'en général, les bons logos, c'est souvent genre des jours de réflexion, plusieurs jours de croquis pour développer des concepts, des idées, et pour à la fin arriver à un logo. Mais souvent, les gens vont peut-être pas forcément se rendre compte du travail qu'il y a derrière la création d'un logo. Tu vois, Bien sûr, quand tu vois le travail fini, c'est tellement Oui, c'est difficile ça. de pouvoir comprendre tout ce qui se passe derrière. Ça, surtout clairement, parce que les logos, c'est des trucs assez minimalistes qui, quand tu le vois, tu peux le refaire très facilement.
Mais c'est surtout tout le cheminement qui a amené au logo qui est complexe et long. Bon, après, honnêtement, je m'en fous. Hein, s'ils pensent ça, mais si je peux permettre avec mes vidéos de montrer que c'est un peu plus que ça, c'est cool aussi. Parce qu'il y a peut-être aussi des gens qui vont pas comprendre aussi, ça c'est le grand débat, des gens qui vont pas comprendre pourquoi un logo ça peut être aussi cher. Et c'est justement à cause de ce cheminement que ça peut coûter cher. Ouais, c'est pour ça que je te demandais, est-ce que tu as des potes parfois qui te disent est-ce que tu peux vite me faire un petit logo alors que en fait c'est pas C'est vite ça. faire Ouais, un c'est- petit ouais, logo, enfin tu vois, si je te fais un logo ça va me prendre du temps donc clairement non. Mhm. Ouais, clairement, c'est un peu cette idée-là en fait. T'as raison, c'est une bonne comparaison. Mais on commence justement là à parler un peu du processus de création d'un logo. Est-ce que, première question que j'avais en tête par rapport à la création de logo, c'est le syndrome de la page blanche. Je suppose que ça existe pour les graphistes. Évidemment. Comment tu arrives à dépasser ce moment-là? Ben, moi, honnêtement, j'ai pas souvent été confronté à ça. Et je pense que il y a une phase qui est super importante dans la création de n'importe quel logo et qui va vraiment aider après à driver la suite. Bon, déjà, la base, c'est respecter les étapes. Genre, pour la création d'un logo, il y a clairement des étapes pour arriver au final. Et la première étape, c'est évidemment la recherche, la documentation, qui peut prendre parfois 1 ou 2 jours. Parce que si maintenant, demain, tu dois designer un logo pour une marque de bière et que tu sais pas ce que c'est la bière, tu sais pas comment on fait de la bière, tu connais rien à propos de la bière, évidemment que ça va être complexe de développer des idées pour la création d'un logo de bière. Donc il y a une phase de recherche qui est super importante où tu dois apprendre à comprendre le métier de ton client. Et c'est aussi ça que je trouve hyper fascinant aussi dans le métier de graphiste, c'est que tu vas être confronté à chaque client, peut-être pas à chaque fois, mais souvent à un nouveau secteur que tu connais pas, un nouveau secteur d'activité, et tu vas apprendre aussi énormément de ton client grâce à l'échange et grâce à ton travail. Donc ça, c'est hyper enrichissant. Je pense que si tu passes par toutes ces phases un peu de réflexion, tout t'as d'office des idées à un moment qui vont venir. Enfin, peut-être que ça arrive, hein, mais je trouverais ça bizarre de passer genre 2 jours à apprendre tout un secteur, puis après te mettre devant ton carnet, de faire bon, ben je ne sais pas quoi faire quand même. Tu vois, il y a plein d'autres étapes après qui suivent pour développer un logo. Donc, YouTube, tu es de plus en plus dessus. Ça commence à devenir vraiment une de tes activités principales. Oui. On remarque entre ta première vidéo et ta dernière vidéo un changement de comportement. Pas dans le sens où tu es devenu un psychopathe ou quoi que ce soit, juste tu es de plus en plus à l'aise face à la caméra. Mhm. Et je trouve que ça se ressent fort. En tout cas, moi qui te connais pas, je l'ai ressenti. Trop bien. Est-ce que toi tu l'as senti aussi? Je l'ai senti aussi, ouais. Ok. Et comment ça se fait que c'est arrivé et qu'est-ce que ça t'a apporté en fait cette chaîne YouTube envers toi-même, envers l'image que ça renvoie de Mhm. toi? Ce que ça a apporté envers moi-même, déjà, c'est apprendre à mieux parler, apprendre à mieux articuler aussi. Heureusement qu'on l'a invité au podcast maintenant et pas à sa première vidéo. Clairement, clairement. Moi, je rajouterais même, il y a une aisance comportementale, mais il y a aussi, j'ai l'impression, une espèce d'aisance dans le montage. Clairement, clairement. Il y a une espèce de prise de liberté dans la façon dont tu vas monter, raconter tes petites blagues, et puis même mettre la musique. Enfin, tu vois, genre, tu te lâches un peu parfois, je trouve ça assez rigolo, c'est chouette. Mais en vrai, si je remonte chaque fois 1 an dans le temps dans mes vidéos YouTube, je sens toujours que mon comportement il change un petit peu. Si je regarde ma première vidéo YouTube, je suis hyper coincé. Je regarde un an après, je suis un petit peu moins coincé, mais je suis encore un peu coincé. Je regarde 1 an après, ça change encore. Et du coup, j'essaie fatalement essayer de me mettre de plus en plus à l'aise avec la caméra. C'est aussi énormément dû aux commentaires des gens. Parce qu'il y avait plein de gens qui observaient justement, qui voyaient que j'étais encore un peu mal à l'aise et qui essayaient de m'envoyer un message positif pour me dire que je devais me décoincer un petit peu, mais que c'était trop bien. Et du coup, je voyais ces messages et je me disais, ouais, ils ont raison, il faudrait peut-être que j'essaie d'être un peu plus à l'aise. Mais c'est un exercice psychologique très compliqué, je trouve. Une fois que tu allumes la caméra, tu as ce côté où tout d'un coup, enfin moi j'ai ça, tout d'un coup j'allume la caméra et il y a ce côté pression en mode, ok, maintenant la caméra elle est là, elle enregistre. Je suis vu par des milliers de gens. Ouais. Du coup, j'ai commencé à mettre en place des petits tricks psychologiques pour essayer de lutter contre ça. T'allumais la caméra 1 heure avant et... Presque. Non, non. Mais par exemple, je me dis, maintenant j'allume la caméra et je me dis genre que là c'est un test. Je recommencerai après s'il faut. Tu vois, je m'autorise plus facilement les échecs. Je me dis, ok, là je vais juste faire un test d'introduction et je la recommencerai d'office après. Et donc là, tout d'un coup, je me lâche et je fais mon introduction tranquille. Puis finalement, je me dis, ah ben en fait, je vais la garder parce qu'elle est posée. Et ouais, clairement, j'essaye maintenant, quand j'allume ma caméra, de me mettre vraiment à l'aise de plus en plus. Et je crois que c'est un truc évolutif qui s'est fait un peu naturellement. Et maintenant, j'essaye aussi quand même de... Je tiens un petit peu à rajouter de l'humour dans ma vidéo. Avant, franchement, je m'en foutais. J'avais pas du tout envie d'en rajouter parce que
C'était une prise de tête en plus. J'avais déjà suffisamment de trucs à penser pour mes vidéos. Et rajouter encore des blagues et tout, réfléchir à ça, ça m'a rajouté plus de travail. Maintenant, je tiens de plus en plus à faire ça parce que je sais que ça marche mieux. Je m'amuse plus aussi à le faire. Parce qu'après, moi-même, quand je regarde la vidéo et tout, je me dis, j'ai bien fait de me lâcher un peu plus. Enfin, je préfère. Mais en plus, dans la vraie vie, t'es un gars drôle, donc au final, t'es plus naturel en mettant de merci. l'humour dans ton truc. Donc, Ouais, j'essaye. Mais ouais, c'est un truc qui se fait naturellement, en tout cas, l'évolution par rapport à ça. Mais ça me fait toujours plaisir quand on me fait le remarquer parce que j'ai essayé de vraiment faire un effort là-dessus. Et des gens me le disent aussi souvent en commentaire, qu'ils trouvent que je suis de plus en plus à l'aise. Et c'est cool. Mais justement, les commentaires, est-ce que tu as des rageux? Et si oui, comment tu fais pour les gérer? Évidemment, évidemment. Surtout, comme je le disais, quand on passe du jour au lendemain un peu de l'ombre à la lumière, clairement, du jour au lendemain, on chope des rageux. Parce que quand tu as une petite chaîne, tu as en général peu de rageux. C'est dingue, moi j'arrive vraiment pas à comprendre hein, les rageux. J'ai vraiment du mal à Personne ne comprendre le comprendra. type qui va se dire je vais écrire quelque chose de méchant qui va avoir un impact sur quelqu'un que je ne connais pas. Ça me dépasse un peu, mais ok, excuse-moi. Je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que c'est une frustration qui vient, qui est intérieure. Je sais que j'ai même parfois des graphistes qui sont rageux, et je pense que c'est un peu une frustration de voir un confrère graphiste qui va exhiber ce qu'il fait sur Internet, et peut-être qu'il va peut-être moins bien le faire que lui, et ça va peut-être l'énerver de se dire qu'il y a quelqu'un qui fait du travail moins bien que lui, et qui est peut-être plus mis en lumière. J'en sais rien. J'essaie de comprendre parfois, mais... le type de rageux que t'as, c'est genre, c'est de la merde ce que tu fais. Ouais, c'est ça. Enfin, On t'a déjà dit que c'était de la merde ce que tu fais? j'en ai très peu, mais ouais, clairement, t'as des gens parfois qui vont dire. Maintenant, ils vont utiliser des mots un peu plus techniques du style c'est pas du tout professionnel ce genre de travail, machin. Mais honnêtement, en fait, au tout début, ça m'impactait parce que je passais vraiment du moment où je n'en avais pas du tout à j'en ai un peu et parfois je lis des commentaires négatifs. Et clairement, quand c'est pas construit et tout, du jour au lendemain, tu vois ça, t'es un peu en mode ah ouais, ok. C'est pas gentil en fait. À la limite, tu fais plus attention aux seuls commentaires négatifs qu'aux 50 autres sympas, quoi. Ça a Ouais. beaucoup plus de poids. Ouais, ils se rendent pas compte, en fait, les nœuds, mais ça impacte énormément. Un petit message qui dit c'est nul, lui, il s'en fout, il est derrière son écran, il sait même pas faire la moitié de ce que tu fais. Et c'est facile à dire, en fait. C'est énervant. Hein. Honnêtement, maintenant, ça me fait plus rien. Parce que je pense que c'est ce qu'on m'avait déjà expliqué, j'en avais parlé avec d'autres personnes. Si tu veux, il y a un moment où, quand tu as un peu plus de succès, c'est obligatoire que statistiquement, tu des gens qui n'aiment pas et qu'ils le fassent savoir. C'est la rançon de la gloire, ça se dit ça ou pas? Ouais. C'est un peu ça, tu vois. Ouais. Genre, c'est obligatoire qu'à un moment, il y ait des gens qui n'aiment pas et qui le disent. Et je l'accepte et honnêtement, ça me fait plus rien. Bah, à la limite, si c'est constructif encore, tu vois, si c'est pas juste Ouais, pour si c'est t'enfoncer. constructif. Ah, mais si c'est constructif, si quelqu'un dit qu'il l'aime pas et que c'est pas du tout agressif et que c'est constructif et que ça peut même m'aider, Mhm. bah, c'est avec plaisir que je lis. Mais là, je le considère pas comme un rageux. Alors, tu vois, je le considère comme quelqu'un qui veut peut-être limite m'aider à progresser. Ouais, et puis il mettrait de toute façon un contrebalancement positif dans ce qu'il dit. Il C'est ça, nuancerait quand même C'est ses ça, ouais. propos. Du coup, ouais, c'est pas Sinon- totalement rageux. Et du coup, maintenant, tu t'es aussi lancé dans le live Twitch, Également, ouais. qui t'a aussi permis du coup d'attraper une espèce d'aisance avec le public. Ouais, on essaye. Hein. Là, c'est encore assez récent. Ça fait à peine un mois. Donc, j'ai fait genre 7 lives, tu vois. Mais c'est encore une fois une autre plateforme. Mais en fait, c'est tout ce qui se passe sur Internet qui m'intéresse. Mhm. Donc, dès que je vois qu'il y a un truc qui est sur Internet, j'ai envie d'en faire partie et d'essayer. Genre, moi, j'ai trop envie d'expérimenter plein de choses différentes. Donc, évidemment, Twitch, c'est aussi une plateforme sur laquelle j'allais souvent à l'époque, quand je jouais encore beaucoup à des jeux comme Hearthstone et Dans tout, ta tu vois. période de No Life. Non, c'était après. C'était après ma période de life. Mais j'allais dessus il y a quand même 6 ans, quoi. Mais là, pas du tout dans une optique où je me disais que j'allais faire ça un jour. Mais là, depuis genre un an, 2 ans, il y a de plus en plus de monde sur YouTube qui se convertissent un peu sur Twitch et qui viennent un petit peu apporter d'autres choses que du gaming. C'est ça que je trouve intéressant aussi. C'est que moi, je vais pas sur Twitch pour forcément faire du gaming, j'y vais aussi pour faire de la création en général. Et c'est une autre façon de communiquer avec sa communauté aussi. Parce que là, tu as vraiment un chat qui est en Ouais. direct, tu peux échanger. T'as le tu côté peux- live en fait À fond. qui t'écarte un peu de tes vidéos YouTube où justement tu peux tout préparer au Mhm. millimètre près. Exactement, ouais. Et là tu débarques et hi guys, bon ben on fait quoi? Ouais, ça, c'est comme je te le disais là tantôt, c'est vraiment sur YouTube, tu as ce côté où ta vidéo, elle est montée, elle est préparée, elle a été étudiée. C'est toi qui as choisi les meilleurs plans, les meilleures scènes, les meilleurs bouts de phrases. Après, sur Twitch, c'est ta vraie personne que tu vas exposer. Il y aura pas d'artifice en fait. Ça va vraiment être toi face à ton public. Ils vont voir vraiment qui tu es.
Mais bon, après, ça, c'est pas ça qui m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout l'échange, évidemment, pouvoir discuter avec les gens, pouvoir leur donner des conseils, pouvoir vraiment, ouais, l'échange, tout simplement, quoi, avoir le chat et Ça dure discuter. combien de temps un live en général? Tu fais ça une fois par semaine, c'est ça? Je fais ça une fois par semaine et parfois, je fais des trucs hors planning. Mais j'ai vraiment un petit rendez-vous hebdomadaire qui est le mercredi à 20h. Mais ça m'arrive parfois de liver, genre le vendredi ou le samedi si j'ai envie. Et là, c'est dans une ambiance beaucoup plus détente où je prévois pas forcément quelque chose. Mais si j'ai envie de faire une petite création, de faire un peu de typographie ou quoi, ben je vais peut-être lancer un live et le faire en live. Et juste discuter avec les gens et faire mon truc. Mais sinon, j'ai un petit rendez-vous hebdomadaire où là, j'essaie de plus créer quelque chose, prévoir un truc pour la soirée, qui est vraiment un échange créatif entre le chat et moi, pour essayer de créer quelque chose ensemble. Ça, c'est vraiment le truc que j'aime bien, c'est l'espèce de création collaborative où t'as presque une petite agence avec toi, en fait, avec des petits créatifs dans le chat qui vont te donner des idées, vous allez échanger et vous allez créer un truc ensemble à la fin et ça sera le fruit du chat et toi. Ça, j'aime beaucoup cette idée. Ben ça, dans ta dernière vidéo, tu fais déjà. T'as essayé de mettre ça en place un peu avec ta vidéo Adobe là. Ouais, mais c'est un peu différent. C'est un peu différent parce que, bon, là, je leur imposais des choix et de choisir entre ça ici. Mais sur Twitch, c'est vraiment, ils vont me donner des idées. T'es là en mode bon les gars, on fait quoi ce soir quoi. C'est vraiment vrai en fait, c'était pas juste. J'impose quand même un sujet de base. Mais par exemple, thème, quoi, ouais. sur un de mes lives, par exemple, on avait une photo qui était imposée et on devait faire un photomontage avec cette photo. Et là, moi, je leur montre la photo et je leur fais, bon, on fait quoi? Moi, je leur partage un petit peu mes idées, ils me partagent leurs idées, puis après, on fait des petits votes un petit peu sur les différentes idées et on commence à construire quelque chose ensemble. Et à la fin, on arrive sur l'affiche de tournée d'un artiste, tu vois, et c'est ce qu'on avait créé, tu vois, parce qu'il y avait un personnage sur la photo. Et ça a fini sur le gars a eu un nom, il faisait un show à Las Vegas, et c'était une affiche de tournée. Autour, en Oui, plus, ça a été, ouais, il y a eu un storytelling sur ouais, la c'est ça. création, et tout ça a été créé en collaboration avec le chat. Et ça, c'était trop cool, c'était une trop chouette expérience qu'on va refaire d'ailleurs. Mais je vois ça vraiment comme une petite agence de com en fait, ou de graphisme. Genre, t'as tous les petits créatifs, tous les petits cerveaux qui sont là en train de réfléchir à des idées, et moi je suis l'outil, tu vois, quelque part je suis l'outil qui va exécuter leurs idées, et je vais mélanger mes idées aussi là-dedans. Mais c'est ça en fait. Et donc du coup là, t'es en train de te consacrer vraiment beaucoup plus à Internet en fait. Ah ouais, clairement. Tu clairement. t'en as marre de tes clients, Clairement, enfin d'avoir des clients, pas de tes clients bien sûr, mais tu te dis que tu vas peut-être, enfin on en discutait, tu te dis que tu vas peut-être, enfin tu vas sûrement maintenant te consacrer à 100% à Internet quoi. Oui, clairement. Ouais. Là, en fait, j'ai 2 contrats encore en cours. Et en fait, ça fait déjà quelques mois que j'ai réfléchi à ça. Et je me dis pourquoi pas, en fait, essayer de faire plus que YouTube et Twitch. Et parce que, comme je le disais, le côté avoir des clients et avoir le côté YouTube, ça demande beaucoup de travail, les deux. Et donc, gérer les deux tout en même temps, ça crée un peu une frustration. Parce que tu n'as peut-être pas assez de temps pour te consacrer à ta chaîne YouTube, pas assez de temps pour consacrer à tes clients, parce que tu jongles constamment entre les deux. Et du coup, là, j'ai envie je pense que c'est le moment ou jamais en fait, de tenter ma chance et de faire plus que ça. Donc, je me laisse un peu une petite période de 1 an pour tester ça. Et ça va être que Internet. Et je vais pouvoir du coup consacrer plus d'énergie à YouTube et essayer de développer des concepts beaucoup plus poussés et réfléchis, essayer de proposer une meilleure qualité encore. Parce que j'aurai du coup plus de temps à consacrer à ça. Donc ça, c'est un peu l'objectif dans des prochains mois en fait. J'avais une petite question. Qu'est-ce que tu penses de ça, être graphiste et rester dans l'incognito et ne laisser paraître que son œuvre? Toi, tu as fait le contraire, tu as préféré faire sur YouTube et te montrer en avant. Comment est-ce que tu vois l'avenir? Tu disais déjà que tu veux plus te concentrer sur YouTube. Comment toi, tu vois l'avenir du graphisme? Est-ce qu'il faut qu'on commence petit à petit à avoir des graphistes stars et ce genre de choses-là? Comment tu vois un peu ça? Clairement, déjà, jouer jusqu'à avec son image, c'est un truc un peu d'égocentrique, hein, on va pas se le cacher. Parce que clairement, montrer sa gueule tous les jours sur Internet, c'est un peu égocentrique quelque part. Bien sûr, Mais, ouais. pas forcément dans le terme péjoratif du truc. Je crois pas forcément. En fait, le problème aussi, c'est qu'il y a peut-être des gens, ça c'est le problème qu'il y a, c'est qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui veulent travailler avec moi, parce que j'ai souvent des demandes de travail, mais c'est pas pour autant que je suis le meilleur, quoi. Et les gens, dans leur tête, ça peut être ça. Ah, il est connu sur YouTube, il fait du graphisme et tout, machin, donc c'est d'office bien ce qu'il va faire. Et ils vont voir un petit peu le reflet juste de mon travail via mes vidéos, mais qui reflète pas forcément mon travail avec des clients. Donc c'est un peu à double tranchant, on va dire. Je me lance pas des fleurs en me disant ça parce que moi je conseillerais aux gens de pas m'engager parce qu'ils ont pas la vraie version de ce que je peux produire, vu qu'ils voient un truc qui est monté sur YouTube. En vrai, les gens qui vont consacrer toute leur énergie à 100% à leur graphisme et uniquement ça et pas leur image, ils vont fatalement être meilleurs, c'est certain. Parce qu'ils vont, je pense, parce qu'ils vont consacrer à 100% de leur temps à développer leur création dans le graphisme. Alors que moi, je vais
constamment jongler entre faire de la création de contenu, faire du storytelling, faire du montage vidéo, faire de la prise de son, faire de la réalisation. Je vais avoir plusieurs casquettes en même temps, contrairement à quelqu'un qui va faire vraiment que ça et qui va pouvoir s'épanouir uniquement dans un secteur et devenir pro à fond là-dedans, quoi. Ouais, et puis tu dois aussi développer un peu la brand Balo, quoi. Ouais, Enfin, c'est ça, tu vois. Mais... cette marque de personne que tu as incarnée. Enfin bon, on t'appelle Balo depuis quand même très très longtemps. Oui, clairement, oui. Mais maintenant, c'est devenu ta carte Oui, non, de clairement. visite. Maintenant, Balo, c'est toi. C'est plus. Mais c'est clairement un autre choix de carrière, quoi. Mhm. Là, c'est plus rentrer dans le divertissement et aussi dans le côté intéressant et apprendre des choses. Parce que je sais que ça va inspirer un peu des gens, ça va aussi expliquer des petits tips à des gens, plus que de servir un client, quoi. C'est des choses différentes, quoi. Et je pense que des graphistes anonymes qui font des logos, il y en a plein et c'est très bien. Faut pas forcément être une star pour faire un logo, quoi. Il y en a même plus que des graphistes Évidemment, connus. évidemment. Après, tu as évidemment des graphistes qui deviennent des méga stars parce que leur travail, en fait, ils deviennent des stars malgré. Pas forcément, en fait, comment dire, malgré eux, en fait. Ils deviennent des stars malgré eux parce que leur travail est juste incroyable et c'est en fait leur travail qui les rend stars. Enfin, c'est un peu ce que je fais aussi dans le sens où je fais du travail pour mettre sur YouTube. Moi, je le force quelque part, tu vois, dans le sens où je m'expose. Eux vont pas forcément s'exposer, c'est leur travail qui va s'exposer, qui va faire en sorte qu'ils vont devenir connus. Bah, c'est une manière comme une autre de aussi pouvoir exposer son travail au final. Oui, non, donc, clairement. C'est des choses différentes, quoi, mais clairement. Et Balo, ça vient d'où en fait? Balo. Parce que je me rappelle que quand on s'est rencontrés, donc on s'est rencontrés en tant que Balo, enchanté, c'est Balo, moi c'est Sayed. Non, moi, salut. en général, je me présente en tant que Laurent, quand même. Bah, ou alors c'est peut-être Olivier, enfin je sais Oui, plus, non, moi, mais- un pote qui t'avait présenté, et moi, genre pendant, je pense, 2 bonnes années, Mhm. si pas 3, Excellent. je ne savais pas que Balo s'appelait Laurent. Incroyable, ça. Voilà, donc moi... Ça arrive à beaucoup de gens. Mais j'imagine que c'est arrivé à beaucoup de gens parce que honnêtement, enfin, je te connaissais vraiment déjà depuis quand même 2-3 petites années quand même, et tout à coup, on m'a dit qu'il s'appelait Laurent. Et là, j'en revenais pas. Je me suis dit, mais pourquoi Balo? Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui découvrent mon vrai prénom par après. Alors que pourtant, en général, ça m'arrive très rarement de me présenter en tant que Balo. Je me présente toujours avec mon prénom. Sauf si je suis bourré. C'est vrai que ça m'arrive en soirée Tu de veux dire rester Balo. dans l'anonymat quand tu sais pas trop ce qui va se passer. Ça, je n'explique pas ça, mais pas pourquoi. Mais en général, je me présente quand même en tant que Laurent. Mais très rapidement, c'est rattrapé par Balo parce que tous les gens autour de moi m'appellent comme ça. Donc, tu vois, en général, quand tu te présentes à quelqu'un, il va oublier ton nom 5 minutes après. Et puis, tu as juste ton pote qui va t'appeler, il va dire Balo, puis la personne qui va capter que c'est Balo, en fait. C'est pas Laurent, tu vois. Mais pourquoi Balo exactement? C'est un pseudonyme qui m'est venu vers mes 14-15 ans. Quand j'ai commencé justement à m'intéresser au graffiti, ça vient vraiment de là. Parce que dans le graffiti, en fait, en général, quand tu cherches un petit pseudo à utiliser, c'est souvent un truc en peu de lettres. C'est un peu la base en graffiti, c'est que tu utilises très peu de lettres, genre 4-5 lettres maximum. Bon, il y a évidemment des exceptions, mais en général, tu utilises peu de lettres. Et je suis plus sûr exactement de cette explication, mais je crois que c'est une déformation de Balou, du livre de la jungle, mais je suis pas sûr. Mais je trouvais en tout cas que la sonorité était chouette. Ah, c'est toi qui l'as choisi, c'est toi qui Ouais, l'as c'est moi trouvé. qui l'ai choisi à la base. Ah, ok. Ouais. Et tous tes potes, ils ont marché, ils ont commencé à t'appeler comme ça, Ben, en et fait, ils ont joué le jeu. mon pote Milan a commencé à m'appeler comme ça. Je sais pas pourquoi, mais il a commencé à lui m'appeler comme ça. Comme si toi tu l'appelais idem tout à coup. Ouais, quoi. c'est ça, tu vois, exactement. Chose qui n'est jamais arrivée. C'est ça. Et il a commencé à me présenter comme ça aussi, malgré que je me présentais en tant que Laurent. Et puis ça s'est transmis petit à petit à tout le monde. Et même genre des amis qui m'appelaient avant Laurent m'appellent maintenant Balo. Ce qui est assez bizarre, tu vois. Ils ont retourné leur veste. Là. Ouais, c'est ça, genre, c'est très bizarre. En fait, quoi. Laurent, c'est moche, on préfère t'appeler Balo. Mais du coup, ouais, c'est un pseudo qui. Est-ce que tu as l'impression d'être une personne différente quand t'es Balo et quand t'es Laurent? Non, c'est clairement la même personne. Pour toi, c'est exactement la même personne. Laurent, c'est familial. C'est pour la famille. Non, je rigole. Laurent, c'est Non, quand j'ai fait c'est- quelque chose de mal et que ma mère m'appelle. Non, Balo, c'est un personnage. En fait, je joue constamment un personnage qu'on m'appelle Balo. Non, je rigole. Ah ouais, j'étais là en mode. Ah ouais? Parce que je t'appelle quand même Balo depuis longtemps. Non. J'étais là, ah ok, j'avais pas remarqué. J'avais pas remarqué. Non, mais évidemment, ça changerait pour moi. Genre. Et en fait, j'arrive plus à différencier les deux. Mhm. Genre, pour moi, les deux sont les mêmes. Et même quand je me mets dans une réflexion, je me dis, ah ouais, mais les gens m'appellent quand même Balo, tu vois. C'est bizarre quand même, tu vois, en fait. Tu vois, quand Ouais. je commence à réfléchir au truc, je me dis, c'est space quand même. Bah écoute, moi j'ai appris beaucoup de choses aujourd'hui sur toi, sur le graphisme, sur les créateurs de contenu et non les youtubeurs. Bien vu. Et je sais pas si Ryan, t'as encore un petit truc qui te trottait dans la tête que tu voulais absolument demander à Balo. Mais sinon, j'avais une autre question.
Ouais. C'était finir sur une recommandation. C'est un peu ce qu'on fait nous avec le Wombat Café, c'est finir, c'est donner des recommandations et parler un peu autour, malgré que notre synopsis, notre concept de podcast commence un petit peu à changer, à évoluer, mais ça reste quand même les recommandations. Est-ce que peut-être toi, tu en aurais une à proposer aux auditeurs du Wombat Café? Je peux recommander deux chaînes YouTube qui sont des gens que j'ai rencontrés maintenant justement grâce à YouTube, qui sont aussi des YouTubeurs et qui sont un peu dans mon spectre, on va dire, de création, on va dire. C'est par exemple Justin Buisson, qui est un YouTuber qui fait essentiellement du travail sur du motion design. Donc c'est tout ce qui est animation de logo et animation de texte et ce genre de choses. Donc hyper intéressant. Et sinon, il y a aussi un YouTuber que j'aime beaucoup qui s'appelle Benjamin Code, qui fait une vidéo YouTube, un peu vulgarisation aussi, mais surtout ce qui est développement de site web et développement en général, programmation. Mais sauf qu'il l'apporte vraiment d'une façon où ça devient un peu accessible. Il fait des sites web avec nous, un peu comme toi. Ouais, c'est ça. Et il vulgarise un peu le truc pour que tu te sentes pas ultra largué quand tu regardes une de ses vidéos. C'est pas que pour les pros, quoi. C'est ça, ouais. Et sinon, pour finir, une dernière, Basti UI, qui est aussi une chaîne YouTube et qui parle principalement de graphisme, mais d'user interface. Donc c'est vraiment tout ce qui est design d'interface, par exemple sur ton téléphone, dans des applications mobiles ou du site web. Et il est spécialisé là-dedans. Et lui aussi, c'est très cool ce qu'il fait. Et, c'est assez bien vulgarisé, quoi. Ouais, petite recommandation. Du graphisme, quoi. Trop bien. Ouais, désolé. Excuse-toi. J'ai pensé à les gens que je côtoie, quoi. Clairement, t'as bien fait, c'est le thème du jour, donc... Je te laisse finir cette émission. Je voulais quand même te remercier, Balo, d'être venu, d'avoir accepté notre invitation. Ça fait quand même longtemps maintenant qu'on essaie d'organiser ça et on y est arrivé enfin. Donc merci beaucoup pour ta disponibilité, ta flexibilité et qu'on y soit arrivé. Je te souhaite beaucoup de courage pour la suite. Pour cette nouvelle aventure, tu te lances à fond sur YouTube. On mettra tout en description pour que vous puissiez aller voir ce qu'il a pu faire et ce qu'il va faire dans le futur. Et voilà, qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite ? Déjà, merci beaucoup de m'avoir accueilli. C'était très cool comme échange, même si j'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. J'espère que... Mais c'était le but. On est là pour toi aujourd'hui. Canapé très confortable, très chouette accueil. Donc merci beaucoup, ça m'a fait super plaisir. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite De réussir. De la chance sur YouTube. On espère que cette année de test va bien se passer. Hein, parce que sinon, je vais retourner avec mes clients et je serai pas content, quoi. Non, je rigole. Faudrait pas qu'ils écoutent le podcast, du coup. C'est ça. Bah écoute, un tout grand merci, Balo. Et pour le prochain épisode, peut-être que Ryan sera tout seul. Parce que moi, je serai plus là pendant... Je lâche Ryan pendant un petit moment. Je pars pour les terres canadiennes, voir un peu ce qui s'y passe. Voir si je peux y rester, trouver du boulot. Non, je vais revenir, t'inquiète. Non, pas du tout. Non, mais il y aura peut-être juste un ou deux petits épisodes où Ryan sera tout seul, mais je serai de retour. En forme et en force. Mais en tout cas, Balo, merci beaucoup. Ryan, merci beaucoup. Et on se voit bientôt pour un prochain épisode. Ciao. Bisous. Ciao.